En réponse à l'invitation de son homologue du Rwanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé la nuit de ce dimanche à Kigali. Après un accueil d'honneur par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Dr Richard Sezibera et la maire de Kigali, Chantal Rwakazina, le chef de l'État a été aussitôt reçu au village Urugwiro, le palais présidentiel. Pendant près de 2 heures, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont échangé sur les perspectives d'une paix et sécurité durable dans leurs pays respectifs, gage d'un développement et de la stabilité au sein de la sous-région. La normalisation des relations et les échanges commerciaux bénéfiques aux 2 États ont aussi été largement évoqués. Considéré à juste titre comme un modèle de croissance, le Rwanda a l'honneur d'abriter la 7e édition de l'Africa CEO Forum, dont les travaux ont été lancés ce lundi au Kigali Convention Center. Initié par les groupes de presse Jeune Afrique, ce forum est une rencontre des chefs d'entreprise africains et autres décideurs pour partager leur expérience et réflexions sur les thèmes de l'intégration régionale en Afrique. Aux côtés de ses homologues du Rwanda, de l'Éthiopie, du Togo et du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut faire entendre la voix de la République démocratique du Congo sur les perspectives économiques de son pays. En attendant d'intervenir dans le cadre d'un panel, le chef de l'État congolais est allé visiter le centre mémorial du génocide de Kigali. Sur place, il s'est fait expliquer à travers des documents écrits et audiovisuels les conflits qui ont conduit à l'extermination des Tutsis par les Hutus. Visiblement ému, il a dit plus jamais ça. À première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, interceptés dimanche à Rutoboko par la police des mines, démontés par les vulcanisateurs. Devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minerais décolletants. Un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambres-ailleurs, avec des coltants de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. Parce que ce type de fraude, c'est pour partir à l'étranger. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la restituer. Notons que cette Jeep reste entre les mains des services spécialisés et les enquêtes se poursuivent pour savoir qui en est les propriétaires pour des poursuites judiciaires. Mal arrivé, 17. Mais aujourd'hui, je suis confortable.
La loi sur les PPP, aujourd'hui avec son article 15, dit exactement ceci. Nous, l'État congolais accorde une garantie des droits et des obligations sur tous les contrats qui sont passés avec l'État congolais. Peu importe que les gouvernants changent ou que l'autorité change. Et ça répond à toutes les différentes questions. Ça sécurise. Et c'est une loi qui a suivi son parcours normal, qui a commencé au niveau du gouvernement, qui est allé au niveau de l'Assemblée et qui a été promulguée. Et donc, je dis aujourd'hui à tous les investisseurs qui veulent arriver, la fameuse question des garanties souveraines ne se pose pas. Mais l'une des questions que je pose, c'est que est-ce que dans les autres pays, on donne des garanties souveraines? Et peut-être que je dirais non et d'autres diraient oui, parce qu'en fait, il faut simplement savoir prendre les risques. Les affaires, ce sont des risques. Et ça, c'est très important. Et donc, je réponds à une partie de la question des hydrocarbures, sécurité des contrats, vous l'avez dans l'article 15 de la loi sur les PPP, et la garantie souveraine, vous l'avez dans l'article 15 de la loi sur les PPP. Et donc, je reviens à vous pour vous dire où est-ce que nous en sommes avec ce cadre. Nous en sommes aujourd'hui au fait que la loi existe, et la loi elle est appliquée, et nous sommes en train d'évoluer vers les textes réglementaires ou les textes d'accompagnement de cette loi. Et ça, c'est une question de temps. Il suffit simplement que nous puissions mettre toutes les différentes institutions en place et vous verrez les différentes lois pouvoir arriver. Guichet unique en matière de taxes impôts. C'est vrai, il faut l'avoir. Ma perception en tant que directeur général de la promotion d'investissement, c'est qu'on ne fait pas de mimétisme. Nous avançons progressivement et on va aboutir à ça. L'une des résolutions du Forum national sur le climat des affaires en RDC, c'était que nous puissions arriver à ce guichet unique en matière de taxes. Les préalables sont une digitalisation, les préalables sont une numérisation, les préalables sont que les services soient tous interconnectés et on y arrivera. Mais pour votre information, aujourd'hui nous avons un guichet unique pour les PME qui a commencé au niveau du centre des impôts à Kinshasa, qui va se dupliquer dans les différentes provinces. Le guichet unique qui permet d'abord aux PME de pouvoir d'abord payer toutes les taxes à un seul endroit. Pas simplement les taxes impôts, je parle de toutes les taxes impôts, mais je parle aussi des taxes sociales, l'INPP, l'INSS et l'ONEM. Aujourd'hui, il est possible pour une PME de ne partir d'un seul jour, en un seul endroit, et il n'a plus de problème. Et aujourd'hui, c'est possible de faire des e-déclarations. Et nous avons déjà commencé ça avec 25 entreprises. Nous sommes à notre 2e mois d'essai et le mois prochain, ce sera le 3e mois. Ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de pouvoir se mettre au niveau des standards internationaux pour qu'un homme d'affaires ou un businessman qui arrive en RDC se dise « Est-ce que je peux faire ma déclaration rapidement ?» On a commencé avec le e-déclaration, on va aboutir avec le e-paiement. Alors l'autre question sur la loi sur l'hydrocarbure, les concessions. Je ne vais pas dire que c'est une colle, mais c'est une très belle question. Les concessions se font sur base de certaines conditions. Et je sais qu'au Rwanda, vous le faites sur base de certaines conditions. Cela passe par un gouvernement, cela passe par un conseil de ministres, cela passe par un certain nombre d'éléments. Tout est question de discussion et du montant de l'investissement qui est en train de se faire sur cette question-là. Mais vous savez, comme dans la plupart des pays subsahariens, le sol et le sous-sol appartiennent d'abord à l'État et surtout sur les questions d'hydrocarbures. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Venez, on va échanger. Mais la loi des hydrocarbures, je l'ai avec moi, je peux vous la passer. Elle est sur notre site, sur l'ANAPI, et vous pouvez avoir ces différentes questions. J'espère que j'ai... Oui. Une petite précision sur la question des garanties souveraines. Je crois qu'il faut clarifier parce qu'il y a une nuance. Il y a la garantie sur les droits et les obligations d'un contractant avec l'État, c'est une chose. Mais généralement, les opérateurs viennent et ils donnent des garanties souveraines. Une lettre du gouvernement qui les couvre surtout et qui malheureusement est comptabilisée dans la dette publique du pays, dans l'engagement politique. Ce type de garantie, ce n'est plus à la main. Une des choses que le gouvernement, que le régime passé a réussi à faire bien, c'est d'éviter de surendetter le pays. Contrairement à tous les pays africains aujourd'hui, quasiment tous surendettés, ou presque, la RDC est à un niveau d'endettement très faible. Moins de 20%, autour de 20%, c'est une bonne chose. Ça nous donne d'ailleurs une marge de manœuvre pour la période qui vient, mais ça va soutenir des projets et des projets productifs. Donc la garantie souveraine, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Et c'est vraiment, il faut qu'il y ait de bonnes raisons, il faut que ce soit des projets qui soient vraiment stratégiques, justifiés. Et jusque-là, on a pu tenir, on continuera de tenir sans émettre de garantie. Aujourd'hui, à cause du changement de gouvernement, tout le monde vient. Malheureusement, ce n'est pas toujours les meilleurs. Tout le monde vient et demande est-ce que vous nous donnez une garantie, est-ce que vous nous donnez une lettre d'engagement, etc. Ce n'est pas vraiment ça que nous cherchons pour nous. Merci.
Une dernière question qui avait été posée, est-ce que les investisseurs étrangers peuvent se mettre ensemble avec les locaux pour faire du business? Mais c'est une très belle question parce qu'en fait, je ne pense pas être la bonne personne à répondre. Je fais partie d'un réseau Maputano, et la plupart des personnes sont ici. Nicole, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir des étrangers qui se mettent ensemble avec... mais est-ce que tu as un mot? Alors pour le petit mot, je voudrais rejoindre le DG de la MAPI qui a dit tout à l'heure qu'il serait heureux le jour où il verra 5 d'entre vous venir investir en RDC. Et c'est vrai que c'est le but. Et pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que c'est le moment en RDC. C'est le moment pourquoi les politiques sont là avec nous. L'ambassadeur Louis Gérard a dit tout à l'heure que les politiques sont engagées aujourd'hui à booster la RDC en termes de croissance, de compétitivité, et qu'il est temps. Alors, avec le DG, puisque c'est un homme d'action, c'est vrai que moi je vous parle d'une invitation, nous sommes déjà en train de tout mettre en œuvre pour vous recevoir en RDC. Lors du forum Soutani Maputano, j'entendais monsieur qui disait qu'il voulait venir en RDC. Venez, on essaiera de mettre pendant ces 2 jours, un petit peu comme ici, les décideurs, les acteurs du secteur privé, les décideurs institutionnels, mais aussi la société civile. Et on vous l'aurait dit, ça serait peut-être moi le mot sur lequel je voudrais insister, que c'est le moment. Ne ratez pas ce train, parce que la RDC est en appétit, grande, ouverte, sur des nouveaux contrats, win-win, mais et qu'on est là et qu'on vous attend. Ne le ratez surtout pas. Merci. Merci. John, est-ce que c'est possible que nous puissions avoir des investisseurs qui fonctionnent avec les investisseurs locaux? Moi, je vais juste poser une question. C'est tous qui sont investisseurs congolais qui travaillent avec les étrangers qui sont dans la salle ici. Donnez-moi comme combien il faut de délégation. S'ils peuvent tous se lever. Tous les investisseurs congolais. Il y en a qui sont déjà debout. Voilà. Et moi, je voudrais juste pour assurer que dans notre pays, nous avons énormément de choses qui travaillent avec les étrangers et sur des projets sur des centaines de millions de dollars. Donc, rassurez-vous, si vous voulez vous intéresser et que vous voulez travailler avec les communautés, vous allez travailler avec les communautés. Mais pas seulement les Congolais, mais des Congolais aussi qui respectent, comme on dit, les requirements sur les standards. Exactement. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je peux par exemple présenter M. Monga qui est juste à côté. Je me suis rendu pour se mettre à côté. Il a un projet de 150 MW dans le secteur de l'énergie. C'est comme ça que je voulais que tu puisses te mettre à côté de lui. Et je le concession. Donc, ça c'est déjà fait. Si je prends sa concession et la mienne, ça fait déjà 220 MW. En termes juste de capital, c'est à peu près 600 millions de dollars. C'est vous montrer que la volonté est là et que ce soit lui et moi, on travaille avec des étrangers. Voilà une illustration. Merci beaucoup. Et pour vous rassurer, on a accordé les avantages de cours des investissements au projet d'Éric Momba. Il est là, il peut en témoigner. Et il n'a pas eu à donner ce qu'on appelle en anglais, parce qu'on veut donner un bon mot à ça, un bribe. Il n'a pas eu à corrompre. Ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place et les choses sont en train de pouvoir se mettre on the track, comme on dit. Est-ce qu'on a 2 autres questions? Oui. Donc moi je suis Brice Chab, je suis le CEO de Deloitte en Afrique. Okay. Et je suis accompagné par Bob Ziambegene qui est notre managing partner ici en RDC. On est présent en RDC depuis longtemps, à la fois à Kinshasa et à Lubumbashi. Et les choses se passent très bien. Donc on est là effectivement pour accompagner à la fois les investisseurs étrangers, les groupes congolais qui sont en train de se développer, et puis bien évidemment les administrations publiques. J'ai une question pour rebondir sur la présentation de ce matin avec son Excellence Paul Kagame sur le bond en avant que le Rwanda a fait, notamment dans le classement Doing Business. Il y a plein de débats sur l'utilité de ce classement, la façon dont il est calculé, mais force est de constater quand même que ça reste un élément clé qui déclenche les investissements et l'appétit des investisseurs. Quelle approche structurée avez-vous autour de ça qui bien évidemment prend en compte les dimensions publiques et aussi les acteurs privés. Et en l'occurrence, sur un sujet comme celui-là, ce qui compte, c'est la cohérence d'ensemble. C'est à la fois être capable de traiter les choses de la même manière et ensemble. Je suis très heureux de cette question et pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas peur de pouvoir dire que nous sommes 6e à partir du haut. Ça veut dire que nous allons faire des efforts pour être probablement dans les années à venir 6e à partir du haut. En fait, nous traînons un héritage d'un certain nombre de choses. Un héritage, on va dire des antivaleurs, un héritage d'un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Une administration qui est résistante au changement parce que les réformes existent. Maintenant, la question de savoir quelle est l'approche structurée que vous êtes en train de faire là-dessus,
Nous avons mis en place une sorte de plateforme de communication qui est coordonnée par moi-même au niveau de l'ANAPI, une plateforme institutionnelle qui prend en compte différents hommes d'affaires, différents institutionnels. Quand je parle d'hommes d'affaires, je parle de la FEC, parce que nous sommes en partenariat, pour réfléchir sur des questions qui ne vont pas, sur des lois qui doivent être changées, pour réfléchir sur des lois qui doivent être modifiées et sur des nouvelles lois, de manière à ce que nous puissions avoir une feuille de route de réforme qui soit cohérente, qui soit validée au niveau gouvernemental, et c'est validé au niveau gouvernemental, et qui soit acceptée par tous, et qui soit mise en place par tous. Alors, les questions de réforme sont les mêmes partout. Il y a une résistance au changement parce que lorsqu'on est dans un confort des choses habituelles, on n'arrive pas à avancer. Et cette approche structurelle, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre en place et mettre en compétition, ou quoi dire en compétition, en concours avec l'ANAPI sur... On demande par exemple à Deloitte, il nous a envoyé une très belle note qui était dernièrement sur le secteur bancaire pour voir comment on va booster, et nous allons l'intégrer dans notre note 2020. Et le secteur fiscal, où on est en train de réfléchir sur véritablement pousser la numérisation, parce que nous croyons que la digitalisation c'est la clé pour la transparence dans le climat des affaires. C'est simplement pour vous dire que des réflexions existent, des actions existent, et là nous sommes en train d'avancer. Et bien entendu, bousculer les habitudes des différentes administrations. Donc vous pouvez être à l'aise sur le fait que la question est prise en charge, mais ça demande du temps. Vous avez suivi son Excellence Monsieur le Président Kagame qui a dit, Monsieur Ben Yamed qui a dit que ça a pris 17 ans pour pouvoir gagner autant de temps. Et je crois que nous y arrivons. Voilà. Oui. So, je suis du Rwanda. Comment? Je suis du Rwanda. Ok. Et je suis très intéressé par la question. Ok. Et est-ce que vous avez une politique d'utiliser tout ce qui est technologie pour accélérer le développement, améliorer la transparence et aussi permettre aux investisseurs d'avoir une vue claire sur les opportunités? Vous enfoncez une porte ouverte. Je vous donne un exemple. J'ai parlé de e-déclaration juste pour vous montrer qu'on a commencé à avancer sur la question de digitalisation. Et aujourd'hui, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a donné une impulsion en nommant un conseiller spécial en matière de numérisation. Et ça, c'est un message clair qui est en train de dire je dois avancer vers la numérisation. Et ça, c'est très important. Nous sommes en train de driver un projet sur la digitalisation du permis de construire. Et ça, on doit dire merci à IFC, à Banque mondiale, parce qu'en fait, c'est avec vous qu'on est en train de travailler sur ça. Mais nous voulons aussi aller plus loin, et c'est un projet qu'on va probablement commencer en fin d'année, pour digitaliser une des circonscriptions foncières. Et ça, on est en train de mettre ça en place. Et donc, je dis oui. La question que vous posez est juste sur une porte ouverte, et donc la RDC est engagée dans ça. Oui. Laurent Vanout, fondateur de Bivox. L'électrification solaire rurale. Vous avez un bon témoignage pour la RDC, n'est-ce pas? Oui, oui, mais voilà. Ils sont là déjà. Ils sont là, oui. J'ai agréé leur projet. Exactement, merci beaucoup. Mais comment vous allez faire sur le court terme au niveau des ministres provinciaux qui ne suivent pas les règles de la stratégie au niveau national? Par exemple, sur l'électrification rurale, la RDC a un taux d'électrification des plus grands. Mais quand on parle au ministre provincial, au niveau de la stratégie, comme vous mettiez dans la présentation, c'est pas toujours respecter les lois pour changer. Alors je comprends que c'est un travail sur le long terme, mais sur le court terme, sur 1 an, 2 ans, comment est-ce que vous pensez pouvoir aligner C'est une excellente question parce que l'énergie est vraiment la priorité des priorités sur le plan économique. Ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est qu'on va mettre en place un cadre. Vous savez, les provinces ont énormément de pouvoir en termes de concessions, mais n'ont aucune capacité, ou très peu de capacité à gérer ce genre de processus. Donc ce qui va se passer, c'est que pour accélérer le mouvement, on mettra en place un cadre qu'on appellera, je ne sais pas comment, fast-track, je ne sais pas quoi. On va accompagner ces provinces dans la gestion de ce genre de processus pour pouvoir le faire selon les règles. Et si on ne le fait pas, on fera n'importe quoi et on n'arrivera pas à des résultats ou encore on aura des projets qui vont tous tomber les uns après les autres. Et une idée qui est en exploration, c'est de créer des mini-réseaux à travers le pays pour faciliter cette extension, faciliter l'entrée de nouveaux acteurs. Mais il y a une réflexion sur la question énergétique, mais elle est essentielle et effectivement, les problèmes de communication sont. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec le gouvernement, parce qu'un challenge en RDC, par exemple, on est dans 14 pays d'Afrique, ici au Rwanda, on travaille directement avec le gouvernement et la présidence, au Togo, même chose. En RDC, à qui on peut parler?
c'est souvent tellement compliqué de parler Très simple. Le gouvernement n'est pas encore en place. Au sein de la coalition en formation, il y a des discussions sur le plan du gouvernement qui va être adopté par la coalition. Je peux vous rassurer que l'énergie est en première ligne. Et donc, une fois que le gouvernement sera en place, vous aurez un cadre transparent pour discuter. Parce que, entre autres, la question énergétique est une question essentielle. C'est une réponse politique à la question. Mais en attendant, vous avez quand même un appui qui défend très bien son rôle et qui joue un rôle incontestable aujourd'hui. Je vais répondre à Bibox. Vous êtes venu nous voir et je pense que vous m'avez vu 2 fois. Je parle de Bibox, pas 2 fois. La première fois, quelles étaient les opportunités, et la deuxième fois, c'était lorsque vous avez soumis le dossier, et après, on ne sait plus. Vous avez eu les informations qui étaient disponibles, et quand vous avez soumis le dossier, vous avez eu l'agrément aux investissements. C'est un témoignage que vous avez et qui répond à votre question. Qui est-ce qu'il faut voir? Les administrations compétentes. Et tout à fait. Il y a des gens qui voulaient ajouter quelque chose? Moi, je voudrais un peu les rassurer. Malheureusement, les gens ne savent pas que nous avons ce qu'on appelle la Fédération des entreprises du Congo. C'est les patronats congolais. Monsieur Eric Monga qui est là est vice-président de la FEC en charge de l'énergie. Si vous avez des soucis par rapport à l'administration, nous, notre rôle comme syndicat du patronat, c'est nous battre aussi en fait, au niveau des provinces pour voir un peu comment est-ce que les questions peuvent être résolues. Si vous avez affaire à une administration qui prend les pieds, qui est obsolète, qui peut même être ignorante aussi, il faut le dire, de temps en temps. Puisque la loi qui nous régit par rapport à l'énergie, elle a été seulement votée par notre Parlement en 2014. Donc nous pouvons porter aussi le bagan que vous avez sur notre dos et vous aider à vous orienter. Il ne faut jamais négliger aussi les patronats. Adhérez-vous et puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Ambroise, un mot? Je suis président de la commission de relations extérieures de la FEC. Je voudrais appuyer justement un des problèmes que nous avons, c'est que